Les combats, la baston, la bagarre. Un élément indissociable de l'animation japonaise et du manga. Et même absolument nécessaire pour certains. Et même si je suis le premier à trouver ça très dommage qu'une partie des consommateurs de ces médiums accordent autant d'importance à cet aspect, ce serait quand même être de giga mauvaise foi de nier sa place essentielle. Parce que si on peut effectivement dire que la majorité de la pop culture, qu'elle soit asiatique ou pas, est principalement représentée par des œuvres portées sur l'action, bah ces histoires d'action, aussi spectaculaires soient-elles, prennent pas forcément aussi souvent la forme de combat. Je veux dire, si on prend des trucs comme Rambo ou Terminator, n'importe qui les ayant vus vous dira que oui, ce sont des films d'action avant tout. Mais même si, techniquement parlant, ces films sont parcourus par des confrontations entre différents personnages, au final, assez peu de personnes se serviraient de l'adjectif combat pour les définir. Tout simplement parce que ce soit conscient ou non, on associe tous une espèce de noblesse à ce terme. Noblesse qui ne peut être atteinte que si l'on réunit certaines conditions spécifiques. La plus évidente étant l'importance donnée aux capacités des personnages dans le domaine, que ce soit textuellement ou via la mise en scène. C'est pour ça que quand on cherche une œuvre avec du combat, on se tourne vers des histoires dont les fondements même s'appuient sur des personnages ayant ce genre d'aptitude, comme les films Marvel si on a la flemme, ou les films d'arts martiaux asiatiques si on a du goût. Mais pour ce qui est des œuvres issues de la culture otaku, c'est différent. La bagarre est partout. Quel que soit le genre, les inspirations, le type d'univers ou même les thèmes abordés, on trouvera des fictions qui mettront ces choses en scène au travers de combats. Déjà évidemment avec la pléthore de shonen neketsu orientés baston, qui malgré une structure narrative souvent similaire d'une série à l'autre, peuvent pas mal varier en termes de ton et d'univers. Mais le plus ouf c'est que ça s'étale même au-delà de cette sphère déjà assez grosse, dans des œuvres qui ne sont pas du tout portées là-dessus, et qui n'ont aucun impératif de l'être. Tu veux mater un thriller d'enquête policière? Bagarre. Une œuvre de SF contemplative sur le dualisme descartien? Bagarre. Une série tranche de vie sur le passage à l'âge adulte? Encore bagarre. On pourrait se dire que c'est parce que c'est l'une des manières les plus simples et directes de montrer ce qu'on sait faire en matière de mise en scène, en particulier dans ce genre de médium. Et ça doit sûrement jouer. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est pas aussi systématique dans la BD et l'animation occidentale? On pourrait développer pendant encore un moment en réalité. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Si j'ai parlé de tout ça, c'est pour que vous assimiliez bien quelque chose. Dans le manga et l'animation japonaise, mettre en scène la bagarre, c'est presque un art à part entière. C'en est tellement devenu un que des séries entières placent une grande partie, voire la totalité de leur intérêt, sur cet élément-là. Et donc fatalement, on a fini par se retrouver avec des auteurs qui l'abordent de manière très spécial on va dire. Baki, ou Grappler Baki, est un manga écrit et dessiné par Keisuke Itagaki, prépublié depuis 1991 dans le magazine Weekly Shonen Champion, et qui est toujours en cours sous le nom de sa dernière itération qui a débuté en août dernier, Baki Raen. On suit ici l'histoire de Baki Hanma, un jeune garçon au talent exceptionnel pour le combat, qui a tout simplement comme objectif de devenir assez fort pour vaincre son père, Yujiro Hanma, surnommé l'ogre, et qui est considéré comme l'être le plus fort de la planète. Et le résumé va s'arrêter ici. Et d'ailleurs, même si je sais que j'ai tendance à mettre en avant différentes parties des séries que j'aborde, dans le cas de Baki, ce sera vraiment pas nécessaire. Ou en tout cas, nettement moins que d'habitude. Déjà parce qu'en soi, la série va jamais vraiment s'éloigner de ce postulat, mais surtout parce que j'en ai pas besoin pour exprimer ce que j'ai à dire sur la série, vu que la majorité de ce que je vais dire s'appliquera pas à des arcs en particulier, et ne sera pas lié à des éléments de trucs spécifiques. Mais bref, j'ai un rapport assez spécial avec la franchise Baki. Alors j'ai absolument pas lu le manga, mais par contre j'ai vu toutes les itérations animées de la série. De la première série animée de 2003 à la dernière saison de 2023 diffusée sur Netflix, en passant même par l'OAV des années 90 adaptant un tout petit bout du manga. Au début je m'étais mis à la série sur un coup de tête, juste histoire de me faire un énième shonen un peu motivant et efficace. Et pendant les 3 premiers arcs de la série, ceux qui sont adaptés par les 2 saisons du début des années 2000 donc, c'est plus ou moins ce à quoi j'avais eu droit. Alors avec le recul, il y avait déjà un peu de l'excentricité qui caractérisera la suite de l'œuvre, rien qu'avec le traitement de mal alpha ultime de Yujiro. Allô le palais, surveillez bien le Premier ministre. Dans 1 heure, je vais venir pour lui casser la gueule. Mais ça restait globalement dans les rails de ce qu'on pouvait attendre d'un shonen de baston du genre. De l'entraînement, des ennemis de plus en plus puissants qui finissent par devenir des amis, et même des tournois. Et c'était d'autant plus dans ces rails dits classiques que dans le cas de Baki, le combat est la fin en soi, ce qui est assez rarement le cas quand on y pense. Je veux dire, quand on observe bien les shonen neketsu les plus populaires, les Naruto et les One Piece ou les Hunter x Hunter, même si les combats sont au centre de l'intrigue, le combat en tant que thème de fond n'est jamais vraiment abordé. En soi, il servent surtout d'intermédiaires à d'autres sujets. Des intermédiaires super importants et super développés, mais des intermédiaires quand même. Donc ouais, vu comme ça, Baki donne l'impression d'une série très basique dans son genre. Mais alors, si on en vient à penser ça, il y a forcément une autre interrogation qui nous vient en tête. Comment ça peut durer aussi longtemps? Avec Baki, on est quand même sur un manga qui a commencé en 1991 et qui est encore en cours aujourd'hui. Et sans même compter Baki Rain qui vient de commencer,
On en est à 149 tomes en tout. Alors je sais bien qu'une série a pas besoin d'être exceptionnelle pour avoir du succès, mais je suis désolé, tu peux pas atteindre près de 150 tomes en étant un manga simpliste et décérébré comme pas mal le disent. Surtout qu'on est sur un scénario en continu ici, et pas du tout avec des arcs indépendants comme on pourrait en trouver dans un Golgo 13. Donc doit forcément y avoir un truc en plus. Et je sais pas si c'est pareil pour le manga, mais dans la continuité de l'animé, ce petit truc en plus, il commence à se révéler à partir de l'arc des prisonniers. Autrement dit, à partir de la première saison diffusée sur Netflix. C'est à partir de ce moment-là que toutes les manies propres à la série vont commencer à s'installer. La première, qui est aussi la plus évidente et la plus importante, et qui est même en réalité le socle solide sur lequel se repose la série, ce sont les combats. Plus précisément leur écriture. On va être honnête, les combats de l'anime Baki, c'est globalement pas le top niveau visuellement. C'est généralement juste correct, voire raté par moment. Et je dis ça sans même prendre en compte la CGI dégueulasse qu'on pouvait retrouver dans l'arc des prisonniers, et qui a heureusement totalement disparu par la suite. Bref, on voit très clairement la difficulté d'animer des personnages aussi musculeux. Et en dehors de quelques passages réussis, notamment ceux animés par Isashimori, qui a juste totalement compris comment faire des scènes qui en jettent malgré ses designs complexes, bah on voit clairement que c'est en dessous du manga. Et j'ai pas eu besoin de voir beaucoup de planches de ce dernier pour m'en rendre compte. Mais paradoxalement, je crois que c'est justement cette limitation technique qui m'a fait me rendre compte encore mieux de la force de ces combats. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une série comme GOH par exemple, qui est aussi centrée sur les arts martiaux mais nettement mieux animée, m'a beaucoup moins marqué que Baki, voire pas marqué du tout. D'ailleurs en fait tout le monde s'en fout maintenant. Ça tient en un seul mot, narration. 60% voire 70% d'un combat important dans Baki, c'est soit des personnages qui parlent, soit des personnages qui pensent, soit un narrateur qui explique ce qui se passe. En fait, de la même manière que Hunter x Hunter, Baki semble très inspiré de JoJo's Bizarre Adventure dans sa manière d'appréhender les affrontements. Et au passage, même au-delà de ça, il y a même des scènes qui peuvent tenir la comparaison avec JoJo en termes de bizarrerie. Oui, mais sa technique est incomplète. Mais bref, les personnages ont des monologues intérieurs super longs en l'espace de quelques secondes, et on a droit à des explications super détaillées pour presque chaque coup. Sauf que dans le cas de Hunter x Hunter et surtout de JoJo, cette manière de narrer les duels a surtout une fonction pratique. Je pense que je vous apprends rien, mais ce sont des mangas qui mettent l'accent de leur combat sur la stratégie. Et ces stratégies, bah il faut bien nous les expliquer. Sauf que c'est pas le cas de Baki. Parce que même si les affrontements aiment bien partir dans l'exagération, ça reste quand même cantonné à une certaine réalité. Et dans un combat sans super pouvoir, c'est assez dur d'élaborer des stratégies super alambiquées. Donc la série se sert de ce style de narration pour faire autre chose, nous faire comprendre la force d'une manière inédite. Baki, c'est une série qui parle de la force, sous absolument toutes ses formes. Et on le comprend jamais aussi bien que durant ses combats. Ce que fait l'anime, c'est qu'il reprend cet élément des combats de JoJo qui consistait à utiliser des comparaisons farfelues pour faire comprendre une idée ou un pouvoir, et ça en abuse dans des proportions ridicules, pour parler d'une simple capacité physique poussée à l'extrême. Et ça se permet même d'ajouter un espèce de fond scientifique par moment. Ça veut faire comprendre à quel point un personnage est dangereux durant un combat. On te met des pauses de plusieurs minutes durant ce dernier pour montrer des gens découvrir la statue de la liberté qu'il a mis en ruine, et une réunion de commissariat qui explique en détail à quel point les soldats qu'il a massacrés étaient armés jusqu'aux dents. Ça veut te faire comprendre à quel point un personnage a des réflexes rapides. Bah on te met son adversaire qui t'explique le fonctionnement des signaux cérébraux en y ajoutant un exemple et en citant un véritable auteur de vulgarisation scientifique. C'est génial comme manière d'appréhender ces combats, non ? Et bah ça s'arrête pas là. En plus de ce jeu de comparaison super addictif, la série se permet aussi de jouer avec les différents points de vue d'un combat. Et on peut le voir dans les exemples que je viens juste d'utiliser. Le dernier acte du premier combat se déroule dans un commissariat. Et au lieu de simplement conclure en montrant les deux adversaires jeter leur dernière force dans la bataille, la série décide de montrer cette conclusion du point de vue d'un policier random qui était présent juste à côté. Et surtout qui le raconte après que le combat ait eu lieu. En fait, on l'entend faire son rapport à la police en fond pendant que les deux se massacrent. Et c'est pareil dans le deuxième combat, mais à un niveau encore plus abusé. Le combat se déroule dans une prison. On a donc d'abord le point de vue d'un des prisonniers, puis d'un deuxième après qu'ils aient traversé plusieurs murs, et pour finir on a celui des gardiens de prison. Et en plus de ça, vous voyez la scène dont j'ai parlé tout à l'heure qui expliquait la vitesse d'un mouvement? Bah en plus de l'explication pseudo-scientifique, on a une scène qui se déroule chronologiquement après le combat, on voit des personnages tertiaires regarder ce qui a été filmé par les caméras de surveillance au ralenti juste pour montrer la vitesse du mouvement. Et cette façon d'appréhender les combats, elle est non seulement passionnante à observer en tant que spectateur, mais elle est aussi la preuve que l'auteur est
conscient d'où se situe l'intérêt de son histoire, à savoir dans sa narration et pas dans la finalité thématique ou scénaristique de son intrigue. Mais précisons quand même qu'ici, malgré le jeu avec les points de vue, ça restitue quand même les événements de manière plus ou moins objective. Genre par exemple, on fera pas passer des génocidaires pour des victimes. Bref, les combats dans Baki, pour peu qu'on fasse l'effort d'essayer de les comprendre, sont de véritables petits bijoux de créativité. Et ils constituent clairement la colonne vertébrale de l'œuvre. Et personnellement, ça m'aurait suffi pour rester scotché à la série. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça. En fait, au-delà des combats, c'est l'écriture de la série en elle-même qui est assez à part. Mais disons que là, c'est un petit peu plus dur à expliquer. Dans la mesure où je peux pas dire que les personnages et l'intrigue sont mal écrits, ils le sont pas, mais ça part dans des directions tellement improbables et qui paraissent tellement contradictoires que ça en est perturbant. Mais allons-y doucement, sinon je vais m'éparpiller. De quoi parle profondément Baki? Baki, ça s'est présenté en premier lieu comme une histoire de vengeance, celle de Baki sur son père. Mais on s'est très vite éloigné de ce postulat. En réalité, la série parle de la force et de ce qu'elle signifie. Pour ça, elle va l'aborder sous toutes les formes qu'elle peut prendre. Déjà en abordant un éventail très large de styles d'arts martiaux, mais pas que. Ça va aussi parler de force armée, de force politique, et même de la place de la force dans les rapports humains. Et justement, c'est pour ça que ça part en steak. On sent que, même si elle y arrive jamais complètement, la série essaye vraiment, par tous les moyens, d'atteindre la compréhension de l'essence même de cette notion de force, qui est au final très vaste quand on y pense. Et c'est cette envie qui va mener l'animé à avoir des manies très étranges. La plus évidente, c'est la facilité avec laquelle la série humilie ses personnages. Alors il y a des fois où ça a totalement sa place, comme quand c'est pour montrer l'écart de niveau entre deux combattants. Mais souvent dans ce genre de scène, ça concerne des personnages tertiaires. Mais il y a pas mal de fois dans la série où il y a des personnages qui nous sont teasés comme des monstres, pour au final se faire massacrer en deux et littéralement disparaître des radars. C'est ce qu'on appelle des anticlimax et Baki les collectionne. Bon, là va falloir que je vous donne des exemples, mais rien de grave. Prenons le cas de Ryukayo. Déjà tu le regardes, on dirait un Heihachi Mishima sous stéroïde avec le crâne rasé, mais surtout c'est le maître de Retsu, l'un des personnages les plus importants, attachants et forts de la série. Dans un tournoi, il arrive face à Yujiro, ils ont un petit échange stylé juste avant de commencer en plus, et même si on sait que Yujiro va gagner bien sûr, on s'attend à un combat un minimum sympa. Et là, bim, en quelques secondes, Yujiro lui arrache littéralement le visage, il l'assomme, autre exemple, quelques épisodes plus tard, on a le cas de Shunsei, qui en plus d'être le fils de Kakukayo, l'un des personnages les plus forts de la série, est décrit comme un monstre de violence, pour au final se faire fumer littéralement en 3 coups par Baki. Et j'ai même pas parlé des plus gros cas, comme ceux qu'on a dans l'arc des prisonniers ou dans l'arc Ali Junior. Je vous laisse les découvrir. Par contre, il faut quand même souligner que cet aspect est pas systématique. On trouve presque tout autant de duels classiques, avec un côté honorable et solennel, typique des œuvres d'arts martiaux. Et ça leur donne justement encore plus de force de se retrouver au milieu d'une intrigue aussi cruelle envers ces personnages. Je pourrais encore développer, notamment parce que cette recherche de pureté dans la notion de force, elle interfère aussi directement avec le développement des personnages, et même dans celui du héros, Baki. Alors je vais pas trop en dire, mais sachez que la série va progressivement abandonner l'aspect quête de vengeance contre mon père du personnage, et va au final décider dans la dernière saison sortie en animé, de transformer ça en quelque chose d'assez étrange encore une fois. Ça va se retrouver quelque part entre le complexe de Deep et le tragique solennel. Bref, l'écriture de Baki a vraiment des airs expérimentales. Et si je peux décemment pas vous dire que c'est une bonne écriture au sens classique du terme, surtout qu'à l'heure actuelle c'est encore difficile de comprendre ce que la série veut concrètement dire thématiquement, et d'ailleurs ça m'étonnerait même pas que ça change jamais, personnellement je la trouve très cool à suivre et à décortiquer. Et si on ajoute à ça la propension qu'a l'animé de toujours aller plus loin dans l'exagération, mais sans jamais dépasser ses propres limites, et surtout le talent avec lequel elle met en scène ses combats, en se renouvelant sans cesse, on se retrouve au final avec une œuvre qui vaut très largement le détour, et qui est beaucoup plus riche artistiquement que ce que certains s'amusent à dire. Bref, moi je vous dis salut et à la prochaine.